C'était le genre de maison de retraite dont les gens rêvaient. Des pelouses impeccables, des rocking chairs sur la véranda, des infirmières aux voix douces et aux mains douces. Les familles y voyaient une bénédiction. Les patients y voyaient la paix. Mais la paix est une chose délicate, facile à simuler, difficile à maintenir. Alors, lorsqu'un chien de thérapie nommé Bear s'est soudainement arrêté en plein milieu d'une promenade et a laissé échapper un grognement profond et grinçant au bout d'un couloir silencieux, l'illusion a légèrement disparu. Bear n'était pas n'importe quel chien. C'était un chien K9 à la retraite, 6 ans de service, plus de 50 arrestations, un héros à maintes reprises. Désormais grisonnant du museau et un peu raide des hanches, Bear passait ses journées à réconforter les personnes âgées de la maison de retraite Rose Hill. Il était calme, doux, prévisible jusqu'à ce mardi après-midi. Tout avait commencé comme n'importe quel autre jour. Le soleil entrait par les hautes fenêtres de la chambre 208, où mademoiselle Dorothy fredonnait de vieux morceaux de jazz. Des infirmières poussaient des chariots dans les couloirs. L'air sentait vaguement les flocons d'avoine et le désinfectant au citron. Bear, fidèle comme toujours, marchait à pas feutrés aux côtés d'Emily, une infirmière de 26 ans, fraîchement sortie d'un stage difficile et encore en train d'apprendre le rythme de ce lieu étrange et paisible. « Allez, mon pote », dit Emily en tirant doucement sur sa laisse tandis qu'il passait devant l'aile ouest, une partie ancienne du bâtiment, rarement utilisée ces temps-ci. C'est alors que Bear s'arrêta. Il ne fit pas qu'une pause, il se figea. Le poil hérissé, le corps raide, les yeux rivés sur une porte au fond du couloir, la chambre 316. La porte était vieille, lourde. Elle ne s'harmonisait pas avec les autres. Une petite plaque poussiéreuse était pendue de travers sur le chambranle, mais le nom avait été effacé. Bear laissa échapper un grognement si bas qu'Emily en eut le cœur brisé. « Et, qu'est-ce qui ne va pas ?» murmura-t-elle en s'accroupissant à côté de lui. Il ne répondit pas, pas même un mouvement de queue. Son nez tressaillit, traquant quelque chose qu'Emily ne pouvait voir. Puis il aboya une fois fort, aigu, pressant. Emily ne l'avait jamais entendu aboyer ainsi. Une infirmière à proximité sortit la tête d'une pièce, agacée. « Tout va bien en bas ?» « Oui, désolé, » dit rapidement Emily. « C'est juste Bear qui est bizarre. » L'infirmière fronça les sourcils. « Ne t'attarde pas près de cette porte. Elle est scellée pour une bonne raison. » Emily hocha la tête, tira sur la laisse de Bear et continua son chemin. Mais Bear ne cessait de regarder en arrière. Cette nuit-là, Emily n'arrivait pas à dormir. Elle essayait de faire abstraction de tout cela. Des chiens aboyaient, de vieux bâtiments craquaient ou peut-être une souris, une odeur, quelque chose d'anodin. Mais la façon dont Bear se tenait, tel un soldat de retour au travail, lui revenait sans cesse à l'esprit. Elle travaillait de nouveau de nuit jeudi. Bear semblait agité dès leur arrivée. D'habitude, il saluait les patients un par un, leur offrant sa tête pour qu'on les gratte ou leur donnant un petit coup de museau. Mais pas ce soir. Il continuait à se diriger vers l'aile ouest. Emily ne voulait pas l'admettre, mais une part d'elle était curieuse. La chambre 316 ne figurait sur aucun des plans qu'elle avait consultés. Lorsqu'elle avait interrogé Madame Langlais, la surveillante de nuit, la femme plus âgée avait répondu d'un ton ferme, « Ne vous inquiétez pas. Certaines chambres sont tout simplement trop abîmées. » Trop loin, qu'est-ce que cela voulait dire? À 1h30 du matin, le silence régnait dans les couloirs. Seul le léger bourdonnement de la climatisation et le bip occasionnel d'un moniteur cardiaque provenant de l'infirmerie étaient audibles. Emily promena Bear une dernière fois avant de se coucher, et de nouveau, il la traîna jusqu'à cette même porte. Sauf que cette fois, il n'arrêtait pas d'aboyer, 3 brefs aboiements, une pause, un long hurlement. Emily sentit un frisson lui parcourir le dos. « Arrête, ours !» murmura-t-elle en s'agenouillant à côté de lui. « Tu vas réveiller tout le monde. » Mais Ours ne s'arrêtait pas. C'est alors qu'elle remarqua une faible lueur qui filtrait par l'entrebâillement de la porte. Son cœur fit un bond. Aucun patient n'était affecté à cette aile. Aucune infirmière n'était postée au-delà de la chambre 310. Et pourtant, il y avait une lumière,
faible, vacillante, comme une lampe allumée ou un téléviseur grésillant. Elle tendit la main vers la poignée. Verrouillée, bien sûr. Elle se pencha et regarda par le vieux trou de serrure, s'attendant presque à ne rien voir du tout, mais ce qu'elle vit la fit chanceler. Une ombre traversa la pièce, lentement, traînant quelque chose. La forme était vaguement humaine, mais voûtée, avachie, comme si quelque chose avait été brisé et jamais complètement guéri. Ours grogna, les dents découvertes. Il y avait quelque chose dans cette pièce. Émilie n'en parla à personne le lendemain matin, pas encore. Elle avait besoin de comprendre ce qu'elle avait vu, ce que Bert avait senti. Mais elle commença à poser des questions, doucement, avec des involtures. Et, on utilise parfois l'aile ouest comme espace de stockage, ou quoi? Le visage de Madame Langlais se crispa. Il vaut mieux rester là où tu es assigné, ma chérie. J'ai cru voir une lumière allumée dans l'une de ces pièces. L'infirmière la plus âgée sourit, mais son sourire ne lui parvint pas aux yeux. C'est du vieux câblage. Ne vous inquiétez pas. Émilie hocha la tête, mais commença à prendre des notes. Puis elle vérifia les dossiers des patients. Chaque chambre de l'aile ouest, du 311 au 320, était indiquée comme vacante ou en rénovation. Mais en examinant de plus près les registres électroniques de l'établissement, elle découvrit quelque chose d'étrange, 3 livraisons de médicaments distinctes, toutes destinées à des chambres de cette aile, mais aucun patient, aucune entrée, aucun numéro d'identification, aucun dossier d'admission, juste des espaces vides dans le système. Quelqu'un ou quelque chose vivait dans ce couloir. Le mardi suivant, elle arriva tôt. Bert l'attendait près de la porte, faisant déjà les 100 pas. Émilie avait apporté une lampe de poche cette fois-ci et un dictaphone glissé dans sa tenue. Peu lui importait d'être renvoyée. Vers 2 heures du matin, elle revint. Le couloir était silencieux. Le clair de lune éclairait à peine la poussière qui dansait dans l'air. Ours marchait lentement à côté d'elle, la tête basse, les oreilles tremblantes. La lumière était de nouveau allumée. Cette fois, elle essaya quelque chose de différent. Elle s'accroupit près de la porte et murmura « Allô, il y a quelqu'un ?» Pas de réponse, mais la lumière vacilla de nouveau et Ours se raidit. Puis, un bruit. Pas une voix, pas des pas. Une respiration. Faible, rauque et proche. Le cœur d'Émilie battait fort. Elle recula lentement, Bert protégeant son corps du sien. Puis sa respiration s'arrêta, comme ça. Silence. Elle se retourna et s'éloigna, essayant de paraître calme, mais tous les poils de ses bras se dressèrent. Le lendemain matin, Émilie se rendit chez le directeur de l'établissement, Monsieur Chambers. C'était un homme grand, aux cheveux argentés, qui dégageait un calme corporatif, ce genre de calme qui donnait l'impression que rien n'était jamais urgent, même quand ça l'était. Elle lui raconta tout, les aboiements, les mouvements, la lumière vacillante, les dossiers des patients disparus. Il écouta, sourit et dit, « Tu as beaucoup travaillé de nuit, Émilie. Parfois, l'esprit nous joue des tours. » « J'ai vu quelqu'un, a-t-elle insisté, Hébert ? » « C'est un vieux bâtiment, interrompit-il, plein de courants d'air et de problèmes électriques. Nous comprenons votre inquiétude, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter. » Elle quitta le bureau plus frustrée que jamais. Mais Bert n'en avait pas fini. Plus tard dans la journée, alors qu'un agent d'entretien passait avec un chariot à outils, Bert se précipita non pas pour attaquer, mais pour attraper quelque chose. Émilie courut juste à temps pour voir Bert arracher un trousseau de clés de la ceinture de l'homme. En les ramassant, elle vit que l'une d'elles portait une petite étiquette rouillée. Émilie n'a pas fermé l'œil après son service. Elle est restée assise dans sa voiture pendant près d'1 heure, serrant le trousseau de clés que Bert lui avait arraché comme une bouée de sauvetage. Ses pensées tourbillonnaient. Pourquoi la maintenance aurait-elle la clé d'une pièce censée être fermée à clé? Et pourquoi n'était-elle pas étiquetée dans les registres, mais marquée sur cette clé d'une étiquette rouillée et pâle indiquant « 316 ». Elle jeta un coup d'œil à Bert, recroquevillé sur le siège passager, ronflant doucement. Même au repos, ses oreilles frémissaient au moindre bruit.
Elle ne pouvait l'expliquer, mais plus elle passait de temps avec Bear, plus elle faisait confiance à son instinct plutôt qu'à celui des humains avec qui elle travaillait. Au début de son prochain quart de nuit, elle avait pris sa décision, elle retournerait au travail. Le couloir menant à l'aile ouest était silencieux, un silence qui n'était pas paisible, qui était artificiel, comme si le son lui-même refusait d'y pénétrer. Émilie sentit un frisson la parcourir dès qu'elle franchit le seuil. Ours marchait à nouveau à ses côtés, inhabituellement alerte, chaque pas posé. Elle serrait fermement le trousseau de clés, utilisant sa lampe torche avec parcimonie pour éviter d'attirer l'attention. La plupart du personnel était soit en congé, soit endormi. C'était maintenant ou jamais. Arrivé à la chambre 316, Bear s'arrêta et s'assit. Ni tendu, ni agressif, il attendait simplement, comme s'il savait que ce moment devait arriver. Émilie prit une inspiration, choisit la clé et la tourna lentement dans la serrure. Clic. La porte émit un léger grincement en s'ouvrant. L'odeur la frappa en premier, une odeur de renfermé, comme de la sueur et des produits d'entretien qui n'avaient pas masqué la décomposition. Sa lampe de poche trembla dans sa main. Elle entra. La pièce était plus grande qu'elle ne l'avait imaginé. Ce n'était pas vraiment une chambre de patient. Le papier peint se décollait. Le plancher craquait. Mais ce qui laissait à désirer, c'était qu'elle était habitée. Il y avait 2 lits d'hôpital étroits, tous deux faits, même si l'un d'eux présentait une profonde empreinte, comme si quelqu'un y était resté allongé pendant des heures. Une vieille potence à perfusion était posée contre le mur. Une télévision, installée en hauteur dans un coin, vacillait de parasites. Et de l'autre côté, un homme en fauteuil roulant, immobile, face au mur. Émilie en eut le souffle coupé. « Monsieur » dit-elle doucement. Aucune réponse. Elle s'avança, le cœur battant. Bear émit un grognement sourd. Restant derrière elle, près de la porte, elle fit un autre pas. L'homme remua. Il ne se retourna pas, mais leva lentement une main tremblante et désigna la table de nuit à côté de lui. Émilie cligna des yeux. Elle s'approcha prudemment et ouvrit le tiroir. À l'intérieur, elle trouva un petit carnet relié en cuir, pas de nom sur la couverture, juste des tranches usées et une reliure craquelée. L'homme parla enfin, d'une voix sèche, comme s'il ne l'avait pas utilisée depuis des jours. Il pense que personne ne se souvient de nous. Émilie le regarda. Son visage était émacié, ses yeux enfoncés. Il paraissait avoir 80 ans, peut-être 90 ans, mais il y avait quelque chose de vivant dans son regard, quelque chose d'aigu. « Qui es-tu » demanda-t-elle. Ses lèvres remuèrent à peine. « Tu le sais déjà. » Elle ne l'a pas fait, mais quelque chose dans sa façon de le dire l'a glacée. Elle a ouvert le carnet. La première page disait « Ils étaient censés être morts. » Émilie ne prit pas le carnet tout de suite. Elle le referma, le remit à sa place et recula lentement. Son instinct lui criait qu'elle était restée trop longtemps. Alors que la porte se refermait derrière elle, Bear se leva et se pressa contre ses jambes, comme pour la protéger et la caler. Elle ne dormit pas en rentrant. Elle fouilla dans toutes les bases de données auxquelles elle avait accès, dossiers médicaux, anciens relevés d'emploi, et même archives de presse. Rien ne résulta sous la rubrique « Chambre 316 », ni sous le nom qu'elle finit par trouver griffonné au dos de la couverture du carnet, Gerald H. Brooks. Pas de dossier, pas de contact d'urgence, pas de numéro de patient, pas d'historique de facturation. C'était comme si l'homme dans cette pièce n'existait pas. Elle a réessayé le lendemain, en demandant à une autre infirmière, qui n'était là que depuis quelques mois. « Oh, cette chambre » répondit l'infirmière. « On dit qu'un ancien vétérinaire y séjourne quand sa famille vient lui rendre visite. Mais je ne l'ai jamais vu. » Un ex-connaisseur? Ouais. Ou peut-être un prêtre. Je ne sais pas. Les histoires ne concordent pas. Émilie cessa de poser des questions après ça. Chaque réponse était un nouveau mensonge. Ce week-end-là, Émilie a retrouvé un vieil ami, Caleb, qui travaillait dans le domaine de la conformité des soins de santé. Elle ne lui a pas tout dit, juste assez.
Un établissement de soins infirmiers pourrait-il accueillir des patients non enregistrés? A-t-elle demandé autour d'un café. Il haussa un sourcil. S'il cache des patients, c'est un délit majeur, fraude, maltraitance, séquestration. Pourquoi? Émilie hésita, puis dit, imaginons que quelqu'un trouve un patient sans dossier médical, sans facture, sans numéro de sécurité sociale ni pièce d'identité. Que se passerait-il? Il se pencha. Tu appellerais l'État immédiatement. Elle hocha la tête. Mais elle ne le fit pas. Pas encore. Parce que quelque chose dans la façon dont Gérald avait désigné ce carnet, elle avait l'impression qu'il y avait plus, que ce n'était pas qu'une fraude. C'était plus profond, plus sombre. Elle devait savoir ce qu'il cachait. Dimanche soir, Émilie retourna à la chambre 316. Cette fois, la clé s'inséra plus facilement dans la serrure, comme si la porte l'attendait. Gérald était assis au même endroit. Il ne se retourna pas lorsqu'elle entra, mais il parla. « Tu es revenu. »« Je lis un peu, » dit-elle en brandissant son carnet. « C'est difficile à croire. »« Alors n'y crois pas, regarde. » Il désigna à nouveau un rideau au fond de la pièce. Derrière, Émilie trouva une porte ou une seconde porte, métallique, lourde, comme celle qu'on trouve dans un sous-sol d'hôpital ou une base militaire. Elle était équipée d'un scanner biométrique, pas d'une carte magnétique, mais d'un scanner. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle. Gérald eut un petit rire sec. « C'est là que sont les autres. » Émilie fixait le scanner. « Personne d'autre ne vient ici, » dit-elle, à moitié pour elle-même. « Ils ne peuvent pas, » répondit-il. « Ils n'ont pas la clé. » Il fit un signe de tête à Bert. Émilie cligna des yeux. Ours? Pas le chien. Le nom. C'était un code autrefois, avant qu'il ne supprime le programme. Quel programme? Il tourna légèrement sa chaise, lui faisant enfin face. Le programme qu'ils ont enterré. Tout comme nous. Elle fit un pas en arrière, le cœur battant. Que faisait-il ici? Les yeux de Gérald se fixèrent sur les siens. J'essaie d'oublier ce qu'ils ont fait. Émilie partit ce soir-là, le carnet à la main. À l'intérieur, il y avait des noms, des dates, certains n'étaient que des chiffres, d'autres étaient barrés à l'encre rouge. L'un d'eux se démarquait. 17 juillet 2009 au sujet 13A, terminé. Et en dessous, écrit d'une écriture tremblante et bouclée. Non terminé. Déplacé. Salle 317. Ses yeux s'écarquillèrent. La chambre 317 était la chambre voisine de celle de Gérald. Sur tous les registres officiels, elle était indiquée comme vide. Mais cette porte métallique. Le scanner. Elle ne s'occupait pas seulement de patients non répertoriés, il y avait des chambres cachées. Le lendemain matin, Émilie arriva tôt. Elle prépara du café, sourit aux autres infirmières et joua le jeu. Mais pendant tout ce temps, elle observait. À 10h45, un homme en costume marron arriva. Il n'avait ni badge ni stéthoscope. Il ne s'enregistra pas. Émilie le regarda marcher tranquillement vers l'aile ouest et disparaître dans la chambre 317. 10 minutes plus tard, il ressortit, une mallette argentée à la main. Émilie vit sur le côté de son cou une petite cicatrice, comme si quelque chose avait été implanté puis retiré. Il n'avait pas l'air d'un médecin. Il avait l'air de quelqu'un qui efface des choses. Bert grogna de l'autre côté du couloir. Émilie ne l'arrêta pas cette fois. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à l'homme en costume marron, pas de papier, pas de bloc-notes, pas un mot prononcé. Juste des allers-retours, propres, silencieux, entraînés. Et la mallette argentée où elle ne pouvait s'empêcher de penser à elle. Elle n'avait pas sa place dans une maison de retraite. Elle aurait dû être dans un établissement gouvernemental, ou dans un film où des gens disparaissaient sans que personne ne pose de questions. Ours n'avait pas quitté ce couloir des yeux de toute la journée. Il refusait de manger, de s'allonger, il restait planté là, tel une statue, les yeux rivés sur la chambre 317.
Ce soir-là, Émilie prit une décision qu'elle n'aurait jamais cru prendre. Elle pointa, mais ne partit pas. Elle se cacha. Elle attendit derrière les étagères de la buanderie, le seul endroit sans caméra de surveillance. Elle entendait le ronronnement des machines et le grincement occasionnel d'un chariot roulant lorsque le personnel de nuit se déplaçait. Vers minuit, elle l'entendit, des pas doux. Réguliers. Pas une infirmière, pas avec ses chaussures. Elle jeta un coup d'œil par l'entrebâillement de la porte, juste à temps pour le revoir, l'homme en costume marron au descendre l'aile ouest, la même routine, serviette à la main. Il utilisa un bracelet à son poignet, un bracelet noir, peut-être un lecteur biométrique, et entra sans un bruit dans la chambre 317. Émilie comptait chaque seconde. 5 minutes. 10, 15. À la 20e minute, la porte s'ouvrit à nouveau. L'homme sortit, les mains vides. Parti. Émilie attendit 10 minutes de plus avant de bouger. La chambre 317 était différente de la 316, plus propre, plus froide. La lumière du plafond était crue, d'un blanc stérile. Il n'y avait qu'un seul lit, une seule chaise, et une femme, attachée au lit par d'épaisses menottes de cuir aux chevilles et aux poignets, était allongée. Peau pâle, crâne rasé, maigre d'une maigreur effrayante. Mais vivante. Elle était éveillée, fixant le plafond, sans cligner des yeux, sans réagir. Émilie se précipita à ses côtés. « Dis-moi, tu m'entends » La bouche de la femme tressaillit, juste un petit peu. Mais c'était quelque chose. « Je m'appelle Émilie » murmura-t-elle en jetant un coup d'œil vers la porte. « Je suis infirmière. »« Comment vous appelez-vous » Un silence. Puis la femme murmura quelque chose de si doux qu'Émilie dut se pencher pour l'entendre, sujet 13. Le cœur d'Émilie s'arrêta de battre. C'était ce que disait le carnet. Sujet 13 à éliminer. Mais cette femme, elle était là. Vivante. Émilie tendit la main vers les liens. Bert aboya un seul coup au sec et bas. Des pas. Quelqu'un arrivait. Émilie se figea, les mains posées sur les lanières de cuir. Puis elle se glissa à reculons dans le petit placard à provisions, dans un coin de la pièce, à peine assez large pour elle et Bert. Elle éteignit sa lampe torche et retint son souffle. La porte s'ouvrit. 2 personnes entrèrent, pas l'homme en costume marron cette fois. C'étaient des infirmiers, sans visage, impassibles, se déplaçant comme des robots. Ils ne parlaient pas. L'un ajustait la perfusion, l'autre vérifiait le moniteur. Son état est stable, marmonna l'un d'eux. À peine, répondirent-ils. Pas plus de 48 heures. L'autre hocha la tête. Laisse-la dormir. Puis ils partirent. Émilie attendit 5 minutes. Puis 10. Lorsqu'elle fut sûre qu'ils étaient partis, elle émergea et se précipita vers le lit. Tiens bon, murmura-t-elle. Je reviens te chercher. Ce matin-là, elle appela Caleb. D'accord, dit-il au téléphone, la voix tendue, disons que tu as trouvé une patiente cachée. Tu es sûr qu'elle n'est répertoriée nulle part? Elle ne l'est pas, répondit Émilie. Elle n'a pas de carte. Il y a une porte métallique qui relie le 316. Il y a quelque chose sous terre. Caleb resta silencieux un instant. Alors tu dois partir. Je ne peux pas. Si, tu peux, dit-il. Émilie, ça a l'air plus grave qu'une fraude aux soins aux personnes âgées. Tu parles de détention illégale, peut-être même d'expérimentation. Si tu te fais prendre. Je ne peux pas la laisser là, dit Émilie d'une voix ferme. Elle ne lui a pas parlé du carnet. Elle ne lui a pas dit qu'elle l'avait emporté avec elle cette nuit-là. Ce soir-là, elle resta encore tard, ouvertement cette fois, annonçant qu'elle prenait un service supplémentaire. Le personnel s'était habitué à elle maintenant, personne ne la questionnait. Mais en passant devant le poste des infirmières, elle entendit quelque chose qui la glaça. « Il la déplace ce soir », dit Madame Langlais à une autre infirmière. « Ordre de l'hôpital. »« Vers où ? » »« Je ne le dis pas. »
Émilie continuait de marcher, mais elle savait ce que cela signifiait. Ils allaient se débarrasser du sujet 13, que ce soit en la déplaçant ou en la réduisant au silence pour toujours. Émilie s'en fichait. Elle devait agir. Elle attendit jusqu'à un peu plus de 2 heures du matin. Bert était prêt, attendant près de la porte de l'aile ouest, comme s'il comprenait tout. Elle utilisa la clé volée pour entrer dans la chambre 316, puis se glissa par la porte métallique que Gérald lui avait montrée. Cette fois, elle apporta un scanner portable emprunté à la réception et, à sa grande surprise, il fonctionna. Le scanner clignota en vert, accès autorisé. La porte de la 317 s'ouvrit de l'intérieur avec un déclic. La femme était toujours là, mais cette fois, ses yeux suivaient Émilie alors qu'elle entrait. « Tu es revenu, murmura-t-elle. Je te sors d'ici. » Émilie défit les sangles. La femme ne résista pas. Elle avançait lentement, comme quelqu'un qui n'avait pas marché depuis des semaines. Ours resta sur ses gardes, mais n'aboya pas. Il resta à leur côté tandis qu'ils se dirigeaient vers le couloir. C'est alors que les alarmes se sont déclenchées. Pas les alarmes incendie, mais les alarmes de sécurité. Des lumières rouges ont clignoté au plafond, une sirène basse a résonné dans les couloirs. Ils ont couru. Émilie a soutenu la femme du mieux qu'elle a pu. Bert a aboyé 2 fois des aboiements d'avertissement et s'est précipité en avant, en reconnaissance. Lorsqu'ils atteignirent l'escalier de secours, Émilie faillit crier de soulagement, jusqu'à ce que la porte refuse de s'ouvrir. Verrouillée, bien sûr. Bert courut alors en grognant contre les portes de l'ascenseur. Elles s'ouvraient déjà. 2 hommes en uniforme noir en sortirent, tasés au poing. Émilie s'est placée devant la femme, la protégeant. « Ne bouge pas », aboya l'un des hommes. Bert bondit. Il n'attaqua pas, il saisit violemment un de leurs bras et tira, déséquilibrant l'homme. L'autre tenta de brandir son tasé, mais Bert se retourna vers lui en grognant, les yeux rivés sur lui. La diversion était suffisante. Émilie déclencha l'alarme incendie. Les gicleurs se déclenchèrent dans tout le bâtiment, cris, chaos. L'ascenseur se bloqua. Les lumières clignotèrent. Il ne leur restait que quelques secondes. Elle entraîna la femme dans le couloir, puis, soudain, miracle. Gérald. Il était au bout du couloir, agitant frénétiquement la main vers une sortie latérale qu'Émilie n'avait pas remarquée auparavant. « Par ici » cria-t-il. Ils franchirent la porte latérale et s'engouffrèrent dans la nuit froide. Gérald la claqua derrière eux. Bert resta une seconde de plus, grognant, sur ses gardes, puis se précipita à leur poursuite. Ils ne s'arrêtèrent de courir qu'à 2 pâtés de maison de la voiture d'Émilie. Elle conduisit sans parler pendant 15 minutes, le cœur battant encore fort. La femme était assise sur la banquette arrière, silencieuse, les yeux clos, appuyée sur Bert. Gérald était assis à l'avant, calme comme. « Tu le savais déjà » dit finalement Émilie, la voix basse. « Je savais depuis le début qu'il finirait par venir la chercher » a-t-il dit. Elle n'était pas censée survivre. Qu'est-ce qu'elle est? Gérald tourna lentement la tête, regardant Émilie avec le genre de regard que seule une personne qui a trop vu peut donner. Elle est la preuve, dit-il, qu'ils font bien plus que s'occuper des personnes âgées. Elle est la dernière. Et enfin quoi? Il n'a pas répondu. Ce matin-là, Émilie a de nouveau appelé Caleb. J'ai quelqu'un qui a besoin de protection, dit-elle. Émilie, qu'est-ce que tu as fait? J'ai sauvé une vie. Il est intervenu et a organisé un rendez-vous avec un détective privé lié à une société de protection des lanceurs d'alerte. La femme, le sujet 13, a été emmenée en lieu sûr. Personne ne connaissait encore son vrai nom. Elle parlait à peine, mais elle était en sécurité. Gérald disparut peu de temps après. Bert ne quitta plus jamais Émilie. Et de temps en temps, tard dans la nuit, Émilie se réveillait et le trouvait debout près de la fenêtre, le regard perdu dans le noir, comme s'il sentait encore quelque chose d'inachevé.
Cela faisait 8 jours qu'Émilie avait sorti le sujet 13 désormais simplement appelé Anao de la chambre 317. 8 jours de clandestinité, 8 jours d'attente. Mais aucune nouvelle. Pas de police, pas d'enquête, pas de journaliste à l'entrée. Rien. L'établissement restait ouvert, comme si de rien n'était, comme si de rien n'était. Émilie était assise dans son minuscule salon, parcourant les actualités sur son téléphone, tandis que Bert était recroquevillé à ses pieds, un œil entrouvert, les oreilles frémissantes au moindre bruit lointain. Anna dormait dans la chambre d'Amy. Elle n'avait prononcé que quelques phrases complètes depuis qu'on l'avait amenée ici. Elle mangeait en silence, dormait par courtes périodes, sursautait au moindre bruit mais, le plus étrange, c'est qu'elle n'avait jamais pleuré, même pas quand elle était prise de cauchemar. Émilie a finalement rompu le silence en appelant à nouveau Caleb. « Je ne comprends pas, » dit-elle en arpentant le couloir juste devant la chambre. « On a sauvé quelqu'un qui n'était même pas censé exister. L'État ne devrait-il pas être en train de s'emparer de cet endroit alors qu'il est ? » « Tu supposes que quelqu'un veut se pencher sur la question, » répondit Caleb. « Des endroits comme Rose ils sont construits avec une isolation juridique, financière et politique. Il suffit d'un fil pour que tout s'écroule. Personne ne veut ça. Alors on fait comme si de rien n'était ? Tu as bien fait, monsieur, mais si tu cherches la justice, la vraie justice, tu vas peut-être devoir creuser. » Il y a eu une pause sur la ligne. « Écoutez, je connais un type, il travaillait pour la surveillance fédérale, maintenant il est indépendant. Il n'est pas radin, mais il est calme, discret et minutieux. » Émilie soupira. « Donne-moi son nom. » Elle rencontra l'enquêteur 2 soirs plus tard. C'était un homme nerveux d'une 50aine d'années, à la voix grave et bourbon, vêtu d'un blouson aviateur usé et d'une alliance qui semblait ne pas avoir été retirée depuis l'ère Reagan. « Je m'appelle Maddox, » dit-il en se glissant dans la cabine au fond d'un restaurant juste à côté de LI5. « Tu es Émilie ?» Elle hocha la tête et fit glisser le carnet sur la table. Maddox ne l'ouvrit pas immédiatement. Il fixa simplement la couverture comme si elle allait le mordre. « Où as-tu eu ça ? » Chambre 316 à Rose Hill. Cela le fit lever les yeux, ses yeux se rétrécirent. « Tu es sûr de ça ? » J'étais là. Il l'ouvrit, page par page, ligne par ligne, grognant parfois, marmonnant parfois un juron. Lorsqu'il le referma enfin, il se laissa aller en arrière. Il ne s'agit pas d'une fraude aux soins aux personnes âgées. Il s'agit d'une affaire de fraude. Des programmes expérimentaux enfouis sous les budgets médicaux. Si même la moitié de tout cela est légitime, quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour le faire disparaître. Et maintenant ça revient, dit doucement Émilie. Maddox tapota ses doigts sur la table. Il y a un nom ici, le docteur Ellis Quaid. Ça vous dit quelque chose ? Émilie secoua la tête. Il travaillait au département biocomportemental du ministère de la Défense. Il a disparu des archives publiques en 2012. Je suppose qu'il est passé dans le privé, emportant avec lui ses recherches. L'estomac d'Émilie se retourna. Quel type de recherche ? Maddox lui lança un regard, le genre de regard que les gens lui lancent avant de dire quelque chose d'horrible. Le genre qui reprogramme les traumatismes. Effacement de la mémoire. Reconditionnement émotionnel. Groupe de tests humains. La plupart d'entre eux sont oubliés par leur famille. Des cibles faciles. Émilie se pencha. Que faisons-nous ? Nous suivons l'argent. La première pause est survenue 2 jours plus tard. Maddox l'a appelé à 4h17 du matin. Habillez-vous. Retrouvez-moi aux archives. Amen Bert. Elle fit ce qu'on lui avait dit. Ils se retrouvèrent sur le parking d'un établissement public qui ressemblait à un DMV marié à un entrepôt. À l'intérieur, Maddox exhiba un badge dont elle était presque sûre qu'il était faux, mais suffisamment valide pour les faire entrer. Ils fouillèrent des cartons de vieux dossiers, ceux qui n'avaient pas encore été numérisés. La plupart étaient banals, des plans de repas, des approbations budgétaires,
des feuilles de service du personnel datant d'une décennie. Mais Maddox a trouvé l'ordre de transfert du 13 février 2011. 5 patients ont été transférés de l'établissement 8B, aujourd'hui l'aile ouest de Rose Hill, vers une unité de détention inconnue. Leur niveau d'habilitation était indiqué. Les noms étaient masqués, sauf un. Anna L. Elle est là depuis si longtemps, murmura Emily. Maddox hocha la tête. Assez longtemps pour que tout le monde oublie qu'elle était en vie. Il a continué à tourner jusqu'à ce qu'il s'arrête sur une photocopie d'un badge d'identité. Ellis Quaid, consultant, Rose Hill Special Project. Il y avait une adresse griffonnée au dos au crayon. On dirait qu'on va faire un tour en voiture, marmonna Maddox. Ils découvrirent que le nom de Quaid était lié à une société écran enregistrée dans le Delaware, qui versait des honoraires de conseil à un bureau de Santa Rosa. À leur arrivée, le bâtiment était dévasté, murs arrachés, moquettes déchirées, classeurs vides. Ceux qui avaient été là avaient rapidement déguerpi. Mais Bear ne semblait pas convaincu. Il tournait sans cesse au fond de la pièce, reniflant le bord des plaintes. Puis il aboya. Emily se précipita et trouva un étroit couvercle de ventilation légèrement entr'ouverte. À l'intérieur, coincé entre une vieille isolation et une souris morte, se trouvait un dossier en papier craft scellé. À l'intérieur du dossier se trouvaient des photos d'Anna, branchées à des machines, surveillées, observées. Page après page, des dossiers biométriques, des scanners cérébraux et des comptes rendus d'essais chimiques. Un mémo attira l'attention d'Emily. Le sujet 13 a montré une résistance mémorielle rare. Il est recommandé de le confiner pour une durée indéterminée afin d'éviter toute violation. Elle fixa la phrase, les mains tremblantes. Elle était la seule à s'en souvenir. Maddox hocha la tête d'un air sombre. C'est pour ça qu'ils l'ont enterré. Ce soir-là, de retour à la maison, Emily montra les photos à Anna. La femme resta silencieuse un long moment. Elle se contenta de regarder les pages en silence, les feuilletant lentement. Puis, finalement, elle dit « Je ne m'appelle pas Anna. » Emily cligna des yeux. « Ce n'est pas le cas ? Je m'appelle June. » Elle souriait, à peine. « Je m'en souviens maintenant. » Dans les jours qui suivirent, June commença à changer. Elle mangeait davantage, dormait plus longtemps, parlait longuement. Des bribes de son passé lui revinrent, ses parents, l'école, un frère nommé Tyler qui lisait des bandes dessinées à voix haute avant de dormir. Elle se souvenait de son enlèvement, des piqûres, de l'isolement. Mais plus que tout, elle se souvenait d'une voix. « Tu n'es pas réel, June. Tu es ce que nous avons créé. » Elle s'est réveillée en hurlant la première fois qu'elle a prononcé ces mots. Bear était toujours là, sautant sur le lit, pressant son corps contre elle comme un bouclier lesté, et ça a marché. Elle finissait toujours par se calmer. Maddox disparut peu après avoir remis les derniers dossiers à un contact presse en qui il avait confiance. Les dossiers ne furent jamais publiés. Rose Hill changea discrètement de propriétaire. Le site web fut mis hors ligne. Et la chambre 316, elle était bel et bien scellée cette fois. Emily est restée en contact avec June, qui a déménagé dans une résidence protégée hors de l'État sous une nouvelle identité. Bear est restée avec Emily, plus âgée maintenant, se déplaçant plus lentement mais toujours vigilante. Une nuit, alors qu'ils étaient assis sur le porche, Emily le regarda et dit « Tu le savais avant tout le monde. Tu as vu ce coquin de nous ne voulait voir. » Il émit un léger gémissement, sa queue battant une fois. Elle sourit. Les héros se présentent sous toutes les formes, n'est-ce pas? Bear ralentissait. Il suivait toujours Emily de pièce en pièce, telle l'ombre fidèle qu'il avait toujours été, mais son allure était plus posée. Parfois, en s'allongeant, il laissait échapper un léger grognement, comme si cela lui demandait plus d'effort qu'avant. Emily le remarquait surtout le matin. Autrefois, il saluait le jour en courant à la porte dès qu'il entendait le chant des oiseaux. À présent, il s'attardait un peu plus sur son panier, levant d'abord la tête, puis le corps. Il avait bien mérité ce repos,
mais quelque chose dans son regard disait à Émilie qu'il n'en avait pas fini ni tant que le silence persistait, ni tant que Rose il restait debout. June, désormais sous protection fédérale, avait commencé à tout noter. Elle remplissait carnet après carnet de souvenirs fragmentés, de noms, de visages, de descriptions de longs couloirs blancs, d'une femme avec un presse-papier vert, d'une odeur d'eau de javel et de cuivre. Un nom revenait plus souvent que tous les autres, Ellis Quaid. Émilie l'entourait à chaque fois qu'il apparaissait. Le gouvernement prétendait que Quaid avait disparu depuis des années mort, disaient certains, retraité à l'étranger, d'autres. Mais Émilie ne croyait pas aux fantômes, et Bert n'avait pas arrêté de faire les 100 pas la nuit. Un samedi tranquille, Émilie fit 2 heures de route vers le sud pour rendre visite à Maddox. Elle ne l'avait pas revu depuis sa disparition après la fuite des dossiers. Il avait disparu, mais Émilie savait où le trouver, un vieux terrain de camping-car niché derrière une route sèche du canyon, le genre d'endroit où personne ne demande son nom de famille. Il l'accueillit avec une thermos de café noir, de la même voix bourrue qui, d'une certaine manière, parvenait à paraître bienveillante. « Tu n'as pas fini, n'est-ce pas » dit-il en lui tendant la tasse. Émilie secoua la tête. Bert non plus. Il jeta un coup d'œil au vieux chien qui s'était blotti contre les bottes d'Émilie, mais garda les yeux fixés sur la route poussiéreuse derrière eux. Maddox baissa la voix. « J'ai entendu des rumeurs à propos de quelque chose appelé Projet Echo. » Émilie leva brusquement les yeux. « Qu'est-ce que c'est ?» Il s'agissait d'un programme de réinitialisation comportementale, officieux. Financé par des canaux détournés, l'armée, des entrepreneurs privés, l'industrie pharmaceutique. Ils utilisaient des établissements comme Rose Hill comme couverture. Des patients discrets, déjà oubliés, faciles à tester. « Et Quaid » demanda-t-elle. Maddox soupira. Il était l'architecte. Cette nuit-là, Émilie était assise sur sa véranda, Bert blotti contre elle, regardant le ciel passer de l'orange au bleu, puis au noir. Elle tenait le dernier carnet de June sur ses genoux, feuilletant des pages remplies de cauchemars griffonnés et de souvenirs brisés. Un passage la figea net. J'étais de nouveau dans le fauteuil. Le bourdonnement dans le mur. Je me souviens que Quaid avait dit, si ça marche sur elle, ça marche sur tout le monde. Et puis les lumières se sont éteintes pendant un long moment. Émilie ferma le carnet. Et si June n'était pas la seule? Et si Rose il avait encore d'autres secrets? Le lendemain, Émilie retourna à la maison de retraite pas officiellement. Elle se gara à 3 pâtés de maison de là, vêtue d'un uniforme de livreuse emprunté à une amie, une casquette sur le visage, un presse-papier à la main, une boîte étiquetée « Fourniture médicale » dans le coffre. Bert attendait sur le siège passager, observant le bâtiment tel une sentinelle. Elle avait parfaitement choisi son moment, en plein déjeuner, au moment où la réception était la moins fréquentée. Elle entra comme si elle était à sa place. Personne ne l'en empêcha. Elle parcourut la moitié de l'aile avant de se glisser dans l'ancien couloir d'approvisionnement qui passait derrière les chambres 310 à 320. Elle savait où aller, la chambre 319. Jamais mentionnée dans les dossiers, jamais éclairée de l'extérieur, mais toujours silencieuse. Elle colla son oreille au mur et se figea. Le bourdonnement était là. Faible, grave, constant, comme une machine derrière une cloison sèche. Elle sortit son téléphone et l'enregistra, 30 secondes seulement, preuve suffisante que quelque chose était encore actif. Puis elle s'éclipsa. De retour à la maison, Bert renifla ses mains avant même de dire un mot. « Tu avais raison », murmura-t-elle en s'agenouillant à côté de lui. « Il se passe encore quelque chose. » Elle a envoyé l'enregistrement à Maddox. Il a répondu 5 minutes plus tard par une simple phrase. Ce n'est pas seulement de l'électricité. C'est de la modulation de fréquence. Technologie Minfield. Émilie a répondu. Mais qu'est-ce que Minfield? Maddox a appelé. C'est de l'interférence neuronale. L'armée l'a testé sur des patients souffrant de TSPT au début des années 2000. Quaid a développé un prototype. Censé supprimer les souvenirs traumatiques, il n'a pas fonctionné.
Trop d'effets secondaires, rage, dissociation. Des hallucinations, il continue à le faire, demanda Émilie. Ils le sont, s'ils sont suffisamment désespérés pour garder le passé enterré. Émilie savait qu'elle ne pouvait plus faire ça seule. Elle alla voir Caleb. Il la retrouva dans un restaurant à mi-chemin entre leurs maisons, remuant nerveusement son café avant même qu'elle ne s'assoie. « Tu vas te faire tuer, dit-il sans saluer. »« Je ne partirai pas, dit Émilie. »« Tu as vu les dossiers. Tu sais ce qu'ils ont fait? » ?»« Ouais, et je sais aussi combien de gens ont enterré ça au découche, Émilie. Du ciment bureaucratique. Si tu creuses trop loin, c'est ton nom qu'ils effacent ensuite. Je ne demande pas la permission. Je demande de l'aide. » Caleb soupira, se frotta le visage, puis se pencha en avant. « Il y a une audience prochaine, murmura-t-il. Une affaire sans rapport, mais l'un des entrepreneurs liés à Qued est appelé à témoigner. Si nous obtenons une assignation à comparaître ne serait-ce que pour mentionner Rose Hill, cela créera une trace écrite. » Le cœur d'Émilie s'emballa. « Combien de temps ? » 10 jours. 10 jours semblaient une éternité. Émilie se faisait discrète, mais chaque soir, Bear se tenait à la fenêtre, observant, attendant. Et puis, le 6e jour, c'est arrivé. Émilie rentra de l'épicerie et trouva sa porte d'entrée entr'ouverte. Bear grogna avant même qu'il ne franchisse le porche. À l'intérieur, tout avait été saccagé au pas comme un cambriolage, pas de vitres brisées, pas de télé manquante, mais les carnets avaient disparu. Les carnets de Juno tous sauf un, le plus ancien, celui de la chambre 316. Il était posé sur le comptoir de la cuisine, ouvert sur une seule page. Une photo noir et blanc prise par une caméra de sécurité, montrant Émilie et Bear sortant de la chambre 317, y était accrochée. Au dos de la photo, écrit à l'encre rouge, « Vous êtes surveillés. Éloignez-vous. » Émilie ne dormit pas cette nuit-là. Elle s'assit par terre à côté du lit de Bear, une main sur sa fourrure, l'autre agrippant la page. « C'est comme ça qu'ils effraient les gens, » murmura-t-elle. « Ils font taire les choses, les font devenir personnelles, ils vous font douter de ce qui vaut la peine d'être sauvé. » Bear lui caressa la main et elle sut qu'elle ne reculerait pas. 2 jours plus tard, Caleb a rappelé. « Vous n'allez pas le croire, a-t-il dit. Quelqu'un a divulgué les dossiers de Rose Hill au comité de surveillance division de la santé publique. » L'estomac d'Émilie se serra. « Quoi? » Ils ouvrent une enquête. Discrète pour l'instant, mais c'est réel. On a du succès. Ses mains tremblaient. Enfin. Ils voudront un témoin, a-t-il ajouté. Quelqu'un qui a vu les choses de ses propres yeux. Quelqu'un avec qui le public peut s'identifier. Émilie baissa les yeux vers Bear. « Il ne m'a jamais quitté, dit-elle doucement. Alors amène-le aussi. » La veille de l'audience, Émilie sortit de nouveau sur le porche. Les étoiles brillaient, l'air était frais. Bear se blottit contre elle à sa place habituelle. Elle fouilla dans la poche de son manteau et en sortit le vieux badge d'identité qu'elle avait trouvé des semaines plus tôt, Ellis Qued. Elle n'avait pas prononcé son nom à voix haute depuis des jours, mais ce soir, elle le fit. « Je ne sais pas où tu es, » dit-elle en fixant l'obscurité. « Mais je sais que tu es toujours là, à observer, à te cacher, à attendre. » Elle marqua une pause. « Et je n'ai pas peur de toi. » L'ours émit un léger aboiement, comme pour acquiescer. Elle sourit. « Demain, on se parle. » L'audience s'est tenue dans un modeste bâtiment gouvernemental, non loin de la capitale de l'État. Pas de lumière clignotante, pas de nuée de journalistes, juste un lent filet de fonctionnaires, d'assistants et de quelques membres du public assis sur des rangées de chaises en bois sous des néons bourdonnants. Émilie était assise à l'avant, une main posée sur le dos de Bear. Il était calme, posé, vêtu d'un doux gilet gris avec l'inscription « Chien de thérapie », retraité KO9, brodé sur le côté. Il n'était pas là pour faire bonne figure, il était aussi là pour témoigner, de la seule façon possible. La pièce sentait le café rassis et le papier bon marché, mais pour Émilie, cela sentait la guerre.
On l'appela juste avant midi. Elle se leva, se dirigea vers le micro et s'assit, le dos droit, le cœur battant. Elle s'était entraînée. Elle avait lu sa déclaration une douzaine de fois, mais lorsqu'elle regarda le panel aux 5 personnes en costume, dont une aux yeux fatigués derrière d'épaisses lunettes, elle ne lut pas la page. Elle parla de mémoire. Je m'appelle Émilie. Je suis infirmière diplômée d'État. J'ai travaillé dans plusieurs établissements de soins à travers l'État. Mais ce dont je suis venu parler ou ce qui s'est passé à Rose Hill n'a jamais été une question de soins. C'était une question de contrôle, et les personnes blessées étaient celles dont personne n'a pensé à s'enquérir. Elle marqua une pause. Derrière elle, Bear laissa échapper un léger soupir, comme une présence rassurante. Émilie poursuivit, je parle d'une patiente connue sous le nom de sujet 13 ou une femme nommée June. Elle a été détenue sans déclaration, sans consentement, et utilisée dans des expériences illégales de neurosuppression. Tout cela sous la supervision d'un homme nommé Ellis Quaid, dont le nom et le financement sont directement liés à des entrepreneurs privés liés à l'armée. Des murmures se répandirent dans la salle. L'un des membres du conseil leva brusquement les yeux. Émilie ne s'arrêta pas. Je l'ai trouvé. Je l'ai sorti de là. Et je suis là aujourd'hui parce que si je ne parlais pas, personne d'autre ne le ferait. Mais je ne suis pas le héros de cette histoire. Elle se retourna et posa doucement la main sur l'épaule de Bear. C'est lui. Bear leva légèrement la tête, scrutant la pièce du regard. C'est grâce à lui que j'ai su que quelque chose n'allait pas.